Kim Jong-un, le commandant en chef de l'armée nord-coréenne, a fait le deuil de son père décédé. Le régime de Kim Jong-un pourrait bientôt toucher à sa fin. De récentes rumeurs selon lesquelles le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, aurait envoyé 10 000 soldats en Ukraine pour soutenir son allié Poutine, ont placé le pays sous les feux de la rampe. Le grand successeur de Pyongyang, arrivé au pouvoir en 2011, tombe actuellement en disgrâce avec un déclin constant. Lorsque le jeune roi est entré en scène, il était prêt à perpétuer l'autoritarisme, le nationalisme et le militarisme qui étaient si profondément enracinés dans sa famille. Après plus de 10 ans au pouvoir, son emprise ferme sur la Corée du Nord commence toutefois à se relâcher. Nous en sommes conscients car depuis 2011, il aurait fait l'objet de 12 tentatives d'assassinat, dont une prétendue attaque biologique parrainée par les services de renseignement sud-coréens et de la CIA. Son mandat a été marqué par une série de problèmes, notamment des questions de succession, de déloyauté interne, de ralentissement économique et de détérioration de la politique étrangère. Nous assistons actuellement au déclin de Kim Jong-un. Cet effondrement inévitable fera autant parler de lui que le drame du règne de ce petit homme fusé. Aujourd'hui, nous allons nous adresser personnellement aux dirigeants nord-coréens et tenter de trouver ensemble des réponses aux questions suivantes. Comment s'est déroulée l'enfance de Kim Jong-un? Comment s'est-il fait connaître en tant que successeur? Quelles sont ses faiblesses à l'intérieur et à l'extérieur du pays? Et enfin et surtout, comment ces mauvaises décisions ont-elles précipité sa chute? Comme vous pouvez vous en douter, des vidéos comme celle-ci révèlent la vérité sur certains chefs d'État et de gouvernements impopulaires, et des robots sont tapis parmi eux et postent des remarques critiques qui limitent notre audience. Alors, si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type sur votre page de suggestions, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter et à partager notre vidéo avec vos amis et votre famille. Et maintenant, regardons cette vidéo. Tae Yong-go, un diplomate de haut rang en Corée du Nord qui a fait défection pour la Corée du Sud, a déclaré dans une interview à Radio Free Asia que le régime nord-coréen était devenu extrêmement instable et avait pris un tournant inhabituel au cours des 10 dernières années depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Le manque de soutien de la part de ses propres partisans est un moyen infaillible d'échouer en tant que dirigeant, même sous les dictatures. La longévité se caractérise par le soutien du public, aussi forcé soit-il. En 2023, le nombre de Nord-Coréens qui se sont rendus en Corée du Sud a triplé, ce qui montre le déclin du soutien à Kim Jong-un. Il semblait qu'un mouvement de masse se soit produit dès que les restrictions frontalières vers Covid ont été assouplies. Ces personnes étaient principalement des diplomates, des femmes et des étudiants. Il convient de noter que les millénials et la génération Z de Corée du Nord quittent le pays, tout comme la classe d'élite du pays. Selon une enquête menée auprès des transfuges, 23% d'entre eux ont déclaré avoir immigré parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du gouvernement nord-coréen. Un autre 21% des transfuges ont déclaré que le ralentissement économique et la pénurie alimentaire les avaient forcés à partir. Après 3 générations de souffrance, le peuple nord-coréen sous le règne de Kim Jong-un en a définitivement assez de la dynastie Kim. De nombreux Nord-Coréens se demandent s'il est temps de mettre fin au règne de la famille Kim après avoir vu leurs voisins, la Corée du Sud, prospérer alors que la nation s'appauvrit de plus en plus. Les informations selon lesquelles l'état de santé du dirigeant suprême se détériore et que personne dans son entourage n'est en mesure de prendre le pouvoir aggrave sans aucun doute la situation. Pour la première fois, les Nord-Coréens y voient l'occasion idéale de renverser le gouvernement de Kim Jong-un. Si l'on combine tout ce chaos avec les rumeurs selon lesquelles il aurait rejoint le camp des perdants du conflit, la Russie, on commence à comprendre que les souhaits du peuple pourraient se réaliser plus tôt que tard. Mais nous devons d'abord discuter de la manière dont Kim Jong-un s'est retrouvé dans cette situation avant de nous concentrer sur ses insuffisances. Il s'agit d'un instantané de Kim Jong-un dans ses premières années. Bien que ces premières années soient entourées de mystères, nous savons qu'il est né le 8 janvier 1984, fils de Kim Jong-il et de Ko Young-hui. On pense que la mère de Kim Jong-un était sa mère préférée, bien que Kim Jong-il ait contracté d'autres mariages. Selon les rapports, elle appelait son fils le roi de l'étoile du matin et le couvrait d'affection. Le fait que sa mère soit à moitié japonaise a provoqué beaucoup de remous, raison pour laquelle elle se tenait principalement à l'écart du public. Cela s'explique principalement par la volonté de la famille Kim de présenter la famille régnante comme étant de race pure et aristocratique. Sa grand-mère, Kim Il-sung, l'a désapprouvé en raison de ses origines et son mariage avec Kim Jong-il était également désapprouvé. Avant sa rencontre avec Kim Jong-il, Ko dansait pour la Mansudae Art Troupe, un célèbre ensemble musical connu pour ses spectacles de propagande glorifiant le gouvernement et ses dirigeants. Regardez cette vidéo qui montre le travail du groupe. Ils ont eu 3 enfants dans les années 1980, dont Kim Jong-un, bien que l'on ne sache pas comment ils se sont rencontrés.
Le fait qu'elle ait été la troisième épouse de Kim Jong-il ou une maîtresse appréciée est un sujet controversé dans de nombreux documentaires et conversations à son sujet. Kim Jong-un avait 2 autres frères et sœurs, Kim Jong-chul, un frère né en 1981, et Kim Il-jung, une sœur cadette née en 1987, qui était directrice du département de la propagande et de l'agitation du Parti des travailleurs. Lui et ses frères et sœurs auraient été élevés en Suisse, où il a passé les premières années de sa vie, caché du monde extérieur. Seuls quelques hauts fonctionnaires de Kim Jong-il ont été autorisés à le rencontrer et il n'a jamais été vu en public avant de quitter la Corée du Nord. Ironiquement, compte tenu du niveau de vie des Nord-Coréens ordinaires, son enfance en Suisse a été une période de luxe effréné. La famille de Kim possédait d'immenses propriétés avec des pistes de bowling, des piscines et des chevaux, le tout financé par l'argent durement gagné par le peuple nord-coréen. On a prétendu qu'il avait fait modifier d'opulentes voitures pour pouvoir les conduire dès l'âge de 7 ans et que sa mère lui avait tout donné. Il n'avait probablement aucune idée de ce qu'était la vraie vie à la maison car des choses comme se baigner sur la Côte d'Azur et skier dans les Alpes suisses étaient si courantes pour lui. Kim Jong-un a fréquenté de nombreuses écoles préparatoires en Suisse entre 1993 et 2000 en utilisant une fausse identité. Beaucoup de gens le laissaient tranquille parce qu'ils pensaient qu'il était Park Eun, le fils d'un diplomate coréen. Selon les rapports, il a fréquenté un certain nombre d'établissements privés anglophones, dont l'International School of Bern, dont les frais de scolarité annuels s'élevaient à plus de 20 $0 américains. Ses camarades de classe ont eu l'occasion d'observer la personnalité de Kim à l'adolescence, et nombre d'entre eux ont affirmé qu'il était un compétiteur acharné, en particulier sur les terrains de basketball. Il ne voulait pas perdre, et le basketball était vital pour lui. Selon un ancien camarade de classe de l'école qu'il fréquentait à Berne, chaque jour, Kim Jong-un quittait l'école dès qu'il était 5 heures. Dans la ville voisine de L'Urbemont, il marchait moins de 10 minutes pour se rendre sur les terrains de basket du lycée. Sans surprise, il portait un authentique et coûteux maillot des Chicago Bulls avec le numéro 23 de Michael Jordan dessus, ainsi qu'un short des Bulls et des baskets Air Jordan. Son équipement, un Spalding portant le logo officiel de la NBA, était également du meilleur goût. Pendant les matchs de basket, il dénigrait ses adversaires et il semble qu'après les défaites, il criait des obscénités ou se frappait la tête contre les murs. Plus tard dans sa vie, nous découvrons son esprit combatif qui le pousse à prendre des décisions plutôt absurdes. Nous y reviendrons prochainement. Beaucoup de gens pensent que sa mère, qui lui a raconté l'histoire classique d'une mère coréenne selon laquelle le basketball vous rend plus grand, est la raison pour laquelle il aimait ce jeu. En tant que jeune enfant portant secrètement des chaussures à semelles compensées pour compenser sa taille, Jong-un a dû trouver cela attirant. Avez-vous un complexe de Napoléon? Aussi bizarre que cela puisse paraître, Jong-un était un adolescent typique, passionné par les joueurs de basketball comme Dennis Rodman et Michael Jordan et par les films hollywoodiens. Il était plutôt sportif, mais selon ses amis et camarades de classe, il n'était pas le plus brillant. Ses professeurs l'ignoraient en grande partie parce qu'il était un élève médiocre. Jong-un, qui était satisfait de cette médiocrité intellectuelle, s'en accommodait. Tous ceux qui le connaissaient à l'époque disaient qu'il était une personne vraiment adorable et que sa vie passée semblait plutôt inintéressante. Son ancien ami s'est souvenu de cette période avec Kim lors d'une interview avec le Daily Beast et a dit « Nous nous sommes bien amusés ensemble, c'était une personne respectable. » Beaucoup d'enfants l'admiraient. Pour l'instant, je ne sais rien de sa vie. Je ne connais que la personne avec qui j'allais à l'école. Il était un grand fan de basketball. Nous avons beaucoup joué ensemble. J'aimerais lui dire de me recontacter pour que nous puissions échanger nos points de vue si jamais il a le temps. Après une vie privilégiée de fils de diplomate nord-coréen, c'était au tour de Kim d'entrer dans les tribunaux nord-coréens. Nous venons de franchir le cap du million d'abonnés. Depuis, nous sommes submergés de demandes d'informations et d'instructions pour développer une chaîne YouTube. Bien que nous nous efforcions de répondre à chaque email, cela peut parfois prendre trop de temps. Ou alors, nous avons déjà répondu aux mêmes demandes. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube en un seul bootcamp gratuit par email. Ainsi, si vous cliquez sur le lien dans la description ou si vous scannez le code QR à l'écran, vous accédez à notre bootcamp email si vous êtes intéressé par le lancement de votre propre chaîne YouTube. Bon, revenons à la vidéo, beaucoup espéraient des changements. Il avait grandi dans une société libérale où des concepts tels que la démocratie et le libre arbitre étaient de la monnaie courante. On pensait généralement qu'il ramènerait certains de ces principes à la maison. Malheureusement, Kim Jong-un n'a pas ramené grand-chose de son voyage à l'étranger, si ce n'est sa passion pour le basketball. Kim Jong-un a étudié à l'université Kim Il-sung de Pyongyang et à l'académie militaire Kim Il-sung de 2002 à 2007. Après avoir obtenu son diplôme de physique à l'université Kim Il-sung, il a reçu le grade d'officier de l'armée à l'académie militaire. Il prit un certain temps avant qu'il ne soit clair qu'il était l'héritier du trône.
La désignation de Kim Jong-un comme successeur est illogique si l'on considère le fonctionnement de la planification de la succession en Corée du Nord. Il était plus âgé que ses deux frères Kim Jong-nam et Kim Jong-chul. Son père ne voulait pas que l'aîné Kim Jong-nam lui succède pour plusieurs raisons. Son mandat a été marqué par des controverses et l'on pense qu'il manquait de la sincérité nécessaire pour diriger la Corée du Nord. En 2001, lorsque Jong-nam a tenté d'entrer dans le parc Disneyland de Tokyo avec un faux passeport, il a été arrêté au Japon. Il s'est également engagé en faveur de réformes, dont l'ouverture de la Corée du Nord à l'Occident, et avait de nombreuses convictions libérales. Kim Jong-chul, le deuxième fils, n'a échoué que parce que son père le trouvait trop féminin et pensait qu'il ne pouvait pas diriger parce qu'il ressemblait à une petite fille. Plutôt sévère, n'est-ce pas? Jong-chul n'aurait jamais pu être le méchant selon l'un de ses amis car il était le genre de personne qui ne ferait pas de mal à une mouche en raison de sa sincérité qui faisait défaut à ses frères. Kim Jong-un était le candidat idéal. Dès l'âge de 11 ans, Kim Jong-un a revêtu un uniforme militaire. Il portait partout sur lui une arme de poing Colt 45. Les gens autour de lui auraient dû être inquiets, mais ils trouvaient cela mignon et maintenant c'est lui qui dirige. Lors de la fête de son 8e anniversaire, il portait un uniforme de général avec des étoiles et les vrais généraux se sont inclinés devant lui et lui ont montré leur respect, une prémonition de ce que serait sa vie. Le cuisinier de sushi de longue date de Kim Jong-il, Kenji Fujimoto, a raconté des histoires qui indiquaient que Kim Jong-un avait toujours eu l'intention de succéder à son père à la tête de la Corée du Nord. Lors de la fête du 9e anniversaire de Yongun, Jong-il a fait jouer le groupe Footsteps qu'il a dédié à son fils. Tramp, 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 disent les paroles de la chanson, les pas de notre général Kim qui répandent l'esprit de février, alors que nous, le peuple, marchons vers un avenir radieux. Le fait que la chanson ait été jouée lors de la fête d'anniversaire de cet enfant de 9 ans était très significatif car elle était également jouée lors des congrès du parti et des défilés militaires. Kim Jong-un avait également l'avantage de ressembler physiquement à son grand-père Kim Il-sung, le fondateur, leader et patriarche de la famille Kim. L'idée que les Kim étaient une dynastie semi-divine et qu'ils avaient un lien fort avec le mont Paektu, presque sacré à la frontière entre la Corée et la Chine, était à la base de la popularité cultuelle qui a suivi Kim Jong-un. Selon la légende, le grand-père de Jong-un, Kim Il-sung, est né dans une cabane en rondin au mont Paektu, alors que son père était parti combattre les Japonais. Il était considéré comme un don du ciel. Des soldats ont gravé le nom de son lieu de naissance sur des arbres dans tout le pays, répandant ainsi la nouvelle qu'il était l'étoile brillante du mont Paektu. C'était la version officielle, mais selon des documents soviétiques, Kim Il-sung était en fait né un an plus tôt en Sibérie. La propagande médiatique l'a présenté comme un puissant chef de guérilla qui a mis fin à lui seul à la guerre avec le Japon. La révélation de la vérité montre qu'il a exploité un homonyme connu comme chef de guérilla. Selon le chercheur nord-coréen Brian Myers, Kim Il-sung n'était ni le grand héros anti-japonais ni le héros de la guérilla qu'il prétendait être. En fait, il a utilisé le nom de Kim Il-sung pour se faire passer pour un chef de guérilla connu. Le vrai Kim Il-sung est mort en 1937. Le véritable Kim Il-sung, le chef de la guérilla anti-japonaise, est né en 1901 et mesurait 160 cm, comme le montrent les archives japonaises sur l'interrogatoire de centaines de combattants de l'indépendance coréenne dans les années 1930. Il est surprenant qu'il ait pu s'en tirer avec un tel mensonge. Selon certaines sources, une grue de Mandchourie observée dans la ville aurait tourné pendant des heures autour de la statue de Kim Il-sung avant de baisser la tête et de prendre le chemin de Pyongyang, ce qui fait même de sa mort une histoire mythique. On a prétendu qu'Il-sung était le président pour l'éternité, la grue de Mandchourie étant synonyme de longue vie en Corée du Nord. Son fils Kim Jong-il repose actuellement au mémorial de Kumsusan, tandis que le président éternel est enterré dans son ancienne résidence présidentielle. Les anniversaires de ces deux hommes d'État sont célébrés comme des fêtes nationales et occupent une place particulière dans le calendrier. Lorsque nous évoquons Kim Il-sung, nous devrions également parler de la manière dont il est arrivé à la tête de la Corée du Nord. Kim Il-sung et sa famille se sont réfugiés en Mandchourie pour échapper à l'occupation japonaise, où il a ensuite rejoint une organisation de jeunesse communiste. Une grande partie de sa philosophie a été influencée par ce groupe, qui est probablement responsable de l'état actuel de la Corée du Nord. Après la Seconde Guerre mondiale, Kim Il-sung est retourné dans la Corée du Nord nouvellement divisée et a pris le poste de Premier ministre de la République populaire démocratique de Corée après la défaite du Japon. Il commença à répandre ses idées et devint le grand leader que tout le monde admirait dès qu'il se fit un nom. L'ascendance de Kim Jong-un et l'héritage de la famille Kim, à savoir qu'ils étaient les révolutionnaires qui ont combattu les Japonais, devaient être fortement soulignés pour l'associer à cette histoire.
L'idée que Kim Jong-un était à moitié divin a été encore renforcée par des rapports selon lesquels il était né du ciel, tout comme son grand-père. Les surnoms donnés à ces chefs d'État étaient une autre méthode utilisée par la famille Kim pour commercialiser le récit. Kim Il-sung était appelé le grand leader ou le président éternel du pays. Son fils Kim Jong-il a été décrit comme le père, le grand camarade, le leader affectueux et le commandant suprême. Kim Jong-un a d'abord été qualifié de jeune général, puis en 2011 de général reconnu et enfin, après la mort de son père, de grand successeur. Cela a facilité le changement pour les 3 générations et a appris au public à considérer la famille Kim comme royale. Attardons-nous un instant sur la vie amoureuse du grand successeur avant d'aborder la consolidation de son pouvoir. Kim Jong-un a épousé Ri Sol-ju en 2009. Ri a obtenu un doctorat en sciences naturelles et l'université Kim Il-sung et a chanté dans le prestigieux orchestre Unazu de Corée du Nord. Elle est la fille d'un obstétricien et professeur et l'on soupçonne son père d'avoir arrangé son mariage. On remarque immédiatement que son mariage s'est présenté différemment de ce qui se fait habituellement en Corée, ce qui vise probablement à attirer la jeune génération d'internautes. Auparavant, il n'était pas courant de voir l'une des épouses de Kim Jong-il et les seules photos que nous avons de la mère de Kim Jong-un proviennent d'événements privés. En revanche, Jong-un et son épouse ont été observés en train d'interagir avec des ouvriers et des soldats lors de leur participation à des concerts de musique. Comparé aux épouses des présidents précédents, Ri Sol-ju est plus sociable et accueille de nombreux événements comme la visite d'État du président chinois Xi Jinping et de son épouse en 2019. Elle est connue pour porter des talons aiguilles et des vêtements occidentaux et a été qualifiée d'icône de la mode. Bien que Kim Jong-un garde ses enfants beaucoup plus privés, on pense qu'ils ont 3 enfants. Bien que Kim Jong-un se soit exprimé beaucoup plus ouvertement sur sa fille Kim Joo-hae, avec laquelle il a été vu en public, l'aîné est un fils. Son ascension au pouvoir s'est faite assez rapidement grâce à son récit médiatique habilement rédigé. Jeune adulte, Kim Jong-un accompagnait son père lors d'inspections militaires, le suivait peu à peu et le voyait s'acquitter de ses obligations. À l'époque, on supposait qu'il était employé au bureau politique général de l'armée ou au Parti des travailleurs nord-coréens, le parti au pouvoir dans le pays. Comme ils étaient chargés à l'époque de garder un œil sur les chefs de gouvernement, ces 2 emplois étaient importants. Après la mort de son père en 2009, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il était préparé à un avenir prospère. Il a été nommé président de la commission de défense nationale, un poste important, et la même année candidat à l'Assemblée populaire suprême. Ce comité chargé des affaires militaires et de sécurité était un élément important du gouvernement. Après avoir été présidé par son père de 1993 à 2011, il a été transmis à Kim Jong-un. En raison de ce rôle, Jong-un s'est vu confier de nombreuses décisions importantes dès son plus jeune âge. Des militaires de haut rang ont été nommés et limogés, des dépenses militaires ont été approuvées et des guerres ont été déclarées. Le jeune homme était connu comme le camarade intelligent, bien qu'il n'ait jamais passé une journée sur le champ de bataille. Sa carrière a ensuite connu une ascension fulgurante. En juin 2009, il a été nommé à la tête du département de la sécurité de l'État, l'agence gouvernementale chargée du contre-espionnage et du contrôle politique. Kim Jong-un s'est également vu décerner le titre de général 4 étoiles, l'une des plus hautes distinctions en Corée du Nord. Un autre nom pour ce titre est Taewon-soo, qui correspond au titre européen de colonel général. En Chine, il serait devenu Yunchi et aux États-Unis, Kim Jong-un en tant que général de l'armée. Il a ainsi obtenu un accès direct au commandant en chef et le contrôle ultime au sein de l'armée populaire de Corée. Cette étape a tout scellé s'il n'était pas déjà clair qu'il allait prendre le pouvoir. Compte tenu du fait que des commandants avec beaucoup plus d'années d'expérience attendaient le titre mais ont été écartés, il y avait une partialité évidente. De plus, cette action a eu lieu juste avant le congrès du Parti des travailleurs coréens qui a essentiellement servi à introduire Jong-un dans le culte politique. La mort de Kim Jong-il en décembre 2011 a marqué le point culminant de toutes ces planifications et préparations. Après la catastrophe, Kim Jong-un a été nommé leader suprême de la nation et a pris le commandement à la fois de l'armée et du gouvernement de la Corée du Nord. Le 30 décembre 2011, Kim Jong-un a été officiellement investi dans ses fonctions à l'âge de 27 ans. En 2012, il a ajouté d'autres titres à sa liste de titres afin de renforcer son autorité et est devenu président de la commission militaire centrale et premier secrétaire du PCC. Nous sommes conscients qu'un tyran rusé commencera par détruire toute opposition. Dès le début, Kim a planifié une purge et des exécutions à grande échelle. L'élimination de tous les opposants et concurrents potentiels de son père était sa première tâche. Un groupe de recherche lié au service secret sud-coréen affirme que Kim a tué ou prétendument éliminé plus de 340 personnes au cours des 5 premières années de son mandat. Son oncle influent, Jang Song-tak, a été tué lors d'un des premiers meurtres familiaux. Il a été accusé de trahison et aurait élaboré un plan pour renverser Jong-un. Selon les analystes, la vraie raison serait qu'il représentait une menace pour Kim Jong-un et qu'il avait beaucoup de pouvoir.
Beaucoup ont supposé que Kim Jong-un était jaloux de ses bonnes relations avec la Chine. En guise d'avertissement à tous ses opposants, Kim a fait en sorte que son exécution devienne un spectacle public. Il a été destitué et escorté avant son exécution par une réunion publique du parti à la télévision nationale. L'assassinat du chef militaire Ri Yong-ho a été un autre événement important. Kim Jong-un voulait recruter de jeunes généraux naïfs parce qu'il pensait qu'ils deviendraient ses ennemis à l'avenir. Ri Yong-ho a de nouveau été évincé de l'état-major de l'armée coréenne lors d'un spectacle public humiliant. Selon des rapports ultérieurs, il a été exécuté par un peloton d'exécution en 2016 pour avoir trahi Kim Jong-un. On soupçonne également Jong-un d'être responsable de l'assassinat de son demi-frère Kim Jong-nam. Il serait en exil depuis 2003 et nous avons déjà parlé de lui auparavant. Après avoir critiqué la manière dont son père gouvernait, une dispute a éclaté entre lui et son père. En bref, il ne correspondait tout simplement pas au stéréotype d'un membre de la dynastie Kim. Il soutenait le mode de vie occidental et était libéral. Il aimait passer du temps et de l'argent dans les hôtels et les casinos parce qu'il aimait le luxe. Kim Jong-un l'aurait simplement laissé tranquille s'il avait passé ses journées en silence en dehors de la Corée. Il a cependant suscité une grande controverse pendant son exil en écrivant des lettres dans lesquelles il prônait la démocratisation et les réformes. Kim Jong-un a compris qu'il devait prendre des mesures contre son frère dès son arrivée au pouvoir. C'est ce qui s'est passé en 2017 alors que Nam se trouvait à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Il a été agressé par 2 femmes qui l'ont aspergé de l'agent neurotoxique VX. Je m'excuse pour ma mauvaise prononciation, mais Siti Acea d'Indonésie et Doan Thi Huong du Vietnam étaient responsables de l'assassinat. On suppose qu'ils ont été choisis par les Nord-Coréens pour se désolidariser de l'assassinat. La nomination de Kim Jong-un au poste de maréchal de la République populaire démocratique de Corée a été la dernière étape de la consolidation de son pouvoir. Le comité central du Parti des travailleurs de Corée, la commission militaire centrale, la commission de défense nationale de la RPDC et le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC ont tous participé au processus de décision. Par cette annonce quelque peu extravagante, Jong-un a pleinement affirmé son autorité sur l'armée et la nation tout entière. Son père et son grand-père ayant tous deux occupé ce poste, là, cette décision était également symbolique. En plus de telles mesures, Kim Jong-un a également nommé Yoon Yong-ful, un proche vice-maréchal de l'armée. Yoon a été présenté comme chef d'état-major de l'armée populaire de Corée lors d'une réunion militaire à Pyongyang. Il a délibérément remplacé les vieux briscards par du sang neuf et sa restructuration précoce des postes de l'armée a été perçue comme un changement de génération. Le seul titre dont Kim Jong-un peut se vanter après avoir occupé presque tous les postes du parti et de l'armée est c'est Chung Seung-chung, même si je suis sûr de l'avoir mal prononcé. C'est l'Institut Sejong qui l'a dit. Pour se conformer à son style de gouvernement, il a également révisé plusieurs institutions et organisations politiques. Il a personnellement choisi plusieurs des élites de l'entourage de Kim Jong-un pour être ses tuteurs avant sa mort. Kim Jong-un a rapidement renversé cette structure de tutelle après sa prise de pouvoir et a remplacé les amis de son père par ses propres acolytes. Son oncle Jang Sung-taek a joué un rôle crucial dans le système de tutelle et son éviction a eu un impact considérable sur le parti et l'armée. Environ 260 élites importantes du cabinet militaire et du parti ont également été évincées par Kim Jong-un. Il a agi de la sorte pour se détacher de l'ombre de son père et imposer son propre rythme. Pour s'assurer que son parti lui reste fidèle et conserve le contrôle de la Corée du Nord, Kim Jong-un a également renforcé l'autorité du Parti des travailleurs de Corée. Plus tard, en juin 2016, le Congrès de l'Assemblée populaire suprême a modifié la Constitution et a réaffirmé la position de Kim Jong-un. La Commission des affaires de l'État a été créée en tant que nouvel organe. Elle était bien entendu dirigée par Kim et remplaçait le NDC en tant qu'organe gouvernemental le plus puissant de Corée du Nord. Au début de son mandat, Kim a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une transition en douceur. Il était essentiel de détruire tout ce qui pouvait se retourner contre lui et d'établir fermement tout ce qui pouvait le soutenir. Kim a ensuite commencé à élaborer sa stratégie de politique intérieure. Kim a repris certaines caractéristiques de son père et de son grand-père et a fait certaines choses différemment. Dans sa première déclaration publique, le 15 avril 2012, qui coïncidait avec le 100e anniversaire de son grand-père, Kim Jong-un a promis de maintenir la prééminence militaire de son père et la doctrine juche de son grand-père. Juche signifie indépendance. Et l'idée fondamentale de ce concept était qu'il est essentiel pour un peuple de compter sur sa propre force. Les idées du 19e siècle ont été intégrées dans la vision du monde. Le juche signifiait en fait tout ce qu'exigeait la règle en question. La nature, la société et l'homme sont les 3 piliers sur lesquels s'appuie la philosophie. Selon cette théorie, l'homme contrôle la société et son propre destin et modifie la nature. Pour la Corée du Nord dans son ensemble, cela signifiait qu'elle devait continuer à être unique et isolée du reste du monde. Kim Il-sung visait
l'établissement d'une Corée du Nord totalement indépendante qui n'aurait pas besoin d'aide étrangère. L'aspect crucial de l'idéologie du juche était que les instructions d'une figure quasi divine étaient au centre de tout. Le leader est au centre du juche et c'est à lui qu'il incombe de faire progresser la nation et d'assurer son indépendance continue. L'objectif du modèle de juche de Kim Il-sung était de s'assurer que le leader détenait la majorité de l'autorité. Tout se mettait en place sous la supervision et le commandement de ce commandant appelé Seong, le guide suprême. Le Seong est le seul à avoir une véritable conscience sous le juche. Cela a été exprimé de manière concise par Don Baker, un professeur de philosophie coréen à l'université de Colombie-Britannique. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. La famille Kim leur appartient désormais. Je trouve que tout cela ressemble beaucoup à une secte. Les Nord-Coréens apprécient tellement Seong qu'ils continuent à visiter les statues de Kim Il-sung même après leur mariage. Dans cette vision du monde, tout le monde doit être absolument fidèle. L'idéologie est si nébuleuse et opaque pour une autre raison. Elle offre à celui qui est au pouvoir une marge de manœuvre politique qu'il peut utiliser. Les Kim ont même réussi à utiliser la doctrine du juche pour défendre l'instabilité économique de la Corée du Nord à cette époque. L'idéologie du juche implique un travail acharné et le sacrifice de soi. Par conséquent, le succès du pays est déterminé par le travail de sa population. Les campagnes médiatiques prôneraient une production accrue et des heures de travail plus longues en cas de pénurie. Le règne des Kim a été protégé par la philosophie du juche, selon laquelle le chef n'est jamais en cause. Cette philosophie a été appliquée de manière plus créative par Kim Jong-un, qui s'en sert pour défendre l'agenda nucléaire du régime. Selon Jong-un, les armements sont les grenades du juche et les bombes nucléaires sont l'épée du juche. En ce qui concerne cette stratégie économique, nous devons reconnaître que Kim Jong-un a hérité d'une planète tourmentée. L'économie avait été détruite par la dictature du parti unique et le désir d'indépendance de la Corée du Nord et sa tentative de résoudre tous les problèmes en interne n'ont pas aidé. Le plus ennuyeux était que la Chine et le Vietnam, bien que confrontés à des défis économiques similaires à ceux de la Corée du Nord, avaient réussi à surpasser le pays. En 2013, Kim Jong-un a créé sa propre idéologie Byungjin pour s'attaquer à ces problèmes. Byungjin se basait sur la prémisse que le renforcement de l'économie était aussi important que le renforcement de l'armée. Cela différait de la conviction de ses prédécesseurs selon laquelle les Coréens devaient y souffrir pour que le pays puisse prospérer. Kim Jong-un a dû partir de zéro parce que son père et son grand-père ne s'étaient pas occupés de l'économie. Lors du 7e congrès du parti, Kim a défini certaines mesures politiques pour le progrès de la nation. Il devait commencer par éliminer l'accent excessif mis sur l'ouverture du commerce extérieur et promouvoir l'autonomie à l'intérieur du pays. Il a présenté une stratégie quinquennale qui devait s'étendre de 2016 à 2021. Le commerce et les exportations augmenteraient dans le cadre de cette approche, l'accent étant mis sur les partenariats avec les fournisseurs extérieurs. Sur le plan intérieur, le gouvernement jouerait un rôle plus actif dans la gestion des entreprises et des industries. Le premier et le plus important facteur était la disponibilité de la nourriture. L'élevage se développerait et accélérerait la croissance agricole. L'étape suivante était l'indépendance énergétique et la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations de combustibles en provenance de Chine était l'une des priorités absolues de Kim Jong-un. L'économie sous Kim Jong-un devait être basée sur l'initiative individuelle et une planification centrée sur l'homme. Pour contrôler la fixation des prix, il voulait prendre le contrôle des marchés financiers et devenir un grand organisateur. Comme il représentait 32,2% du PIB du pays, les secteurs miniers et agricoles ont également fait l'objet d'une grande attention. Pour être honnête, le plan consistait principalement en des points clés avec très peu d'instructions concrètes sur la marche à suivre. Il était donc voué à l'échec dès le départ. Le seul aspect actif de cette stratégie concernait l'exploitation minière et l'agriculture, où Kim Jong-un avait l'intention d'augmenter la production et d'offrir des incitations aux mineurs et aux agriculteurs. Bien qu'il ait enregistré quelques succès au début, il n'a pas été en mesure de les maintenir. L'industrie de la construction a prospéré sous Kim Jong-un, comme en témoigne l'achèvement de nombreux grands projets publics. Parmi les plus connus figurent le nouveau terminal de passagers de l'aéroport de Sunan, la station de ski de Masekyong et les parcs aquatiques et d'attractions de Pyongyang. En outre, la station a été construite conformément à la vision de Kim Jong-un pour le tourisme de ski nord-coréen. La station de ski de Masekyong a ouvert ses portes en décembre 2013. Le plus remarquable dans cette station est la rapidité avec laquelle elle a été construite. Tout a été terminé en un an. Kim Jong-un avait imaginé que la station servirait de lieu d'accueil pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Ce projet faisait partie de la zone touristique spéciale de Wonsan, un concept plus large présenté en juin 2014 et qui devait couvrir plus de 154,4 miles carrés, soit environ 400 km carrés. Le père de Kim a commencé à travailler dans le secteur du tourisme avant sa mort et a conclu une série d'accords avec la Chine afin d'assouplir les conditions d'obtention de visa pour les visiteurs chinois.
En raison de la politique économique de Yongun, le secteur du tourisme s'est considérablement développé. En 2013, il a également aidé les districts à se développer économiquement et dans le domaine du tourisme et à organiser des conférences pour partager son expertise sur la manière de faire prospérer ce secteur. Bien que la station de ski n'ait pas été choisie pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, elle est extrêmement populaire tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Cependant, la politique nucléaire de Kim Jong-un est probablement la plus connue. Dans les médias sociaux, Kim est représenté comme un garçon joufflu qui joue avec ses engins nucléaires. La modernisation de l'armée et des armes nucléaires a toujours été une préoccupation majeure des Kim avant lui, mais Jong-un est allé encore plus loin. Comme nous l'avons déjà mentionné, Kim Jong-un a voulu créer un programme qui mettait l'accent à la fois sur le développement économique et sur le progrès militaire. Un aspect important du règne de Kim Jong-il a été la politique de l'armée d'abord, qui a étendu la participation de l'armée populaire de Corée à de nombreux aspects de la vie. L'armée a commencé à jouer un rôle plus important dans la prise de décision sur les questions sociales et économiques, de la construction d'une vaste infrastructure à la fourniture de sa propre nourriture. Elle a également pris une place prépondérante en matière d'argent et de nourriture. Kim Jong-il défendait son règne et intimidait toute menace en maintenant une forte présence militaire en toute situation. Kim Jong-il tenait son armée en si haute estime qu'il était prêt à laisser son peuple mourir de faim pour financer généreusement sa défense. La politique de Jong-un différait de celle de Kim Jong-il car il essayait de se concentrer sur le développement d'armes nucléaires et de répartir le pouvoir de manière un peu plus égale. En raison de son obsession nucléaire de longue date, la Corée du Nord a envoyé ses experts en Union soviétique dans les années 1960 afin d'acquérir de l'expérience et des technologies. La Corée du Nord a commencé son programme nucléaire dans les années 1980 pour la construction de ses armes nucléaires. L'industrie a employé 200 spécialistes de classe mondiale et 3000 professionnels. Jong-un veut faire de la Corée du Nord une puissante puissance nucléaire. Kim pense qu'un programme nucléaire réussi créerait un environnement propice à la survie du régime sur le front intérieur. Qui n'aimerait pas vivre dans un pays qui a la capacité de détruire la planète entière? Pour assurer la survie de la famille Kim, Kim Jong-un a voulu laisser à ses héritiers quelque chose qui durerait au-delà de son règne. Les armes nucléaires sont utilisées au niveau international pour repousser les adversaires. D'une certaine manière, Jong-un pense que les armes nucléaires assurent le bonheur, la réussite économique et la paix. Selon une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères du 4 octobre 2014, l'attitude hostile des États-Unis envers la RPDC, sa menace nucléaire et sa stratégie d'oppression du pays depuis plus de 50 ans ont contraint la RPDC à prendre la décision audacieuse d'accéder à l'arme nucléaire. En substance, le message de la Corée du Nord était que le programme d'armement nucléaire du pays était nécessaire en raison de menaces extérieures réelles. Lors de la 5e session de la 12 ESPA, le 13 avril 2012, la Constitution a été modifiée afin de désigner la Corée du Nord comme un État nucléaire dans le préambule. Kim avait effectué un nombre considérable d'essais d'armes durant cette période, dont les 3 tirs de missiles intercontinentaux de la Corée du Nord et 4 des 6 essais nucléaires du pays. La construction de l'arsenal nucléaire le plus puissant du monde est l'objectif ultime de Kim Jong-un. C'est là qu'intervient l'esprit de compétition évoqué précédemment, mais il s'agit désormais de conflits internationaux et non plus de basketball. Son objectif est de développer un arsenal capable de rivaliser à la fois avec les États-Unis et la Russie. Et la possession d'un grand nombre d'armes nucléaires est son objectif principal. Parmi les armes que Jong-un cherche à obtenir, on trouve des armes nucléaires, des bombes à hydrogène et éventuellement des bombes à neutrons. Le type d'arme stratégique qu'il souhaite utiliser est également à la base de la 2e classification de ces armes nucléaires. Les énormes canons équipés de lanceurs et destinés à frapper les principales villes de l'adversaire sont appelés armes nucléaires stratégiques. Les armes nucléaires tactiques, quant à elles, se composent d'une bombe atomique et d'un système de lancement destiné à frapper les forces, les armes, les chars, les cuirassés et les centres de commandement ennemis. Enfin, les armes nucléaires capables de frapper n'importe quelle cible sur le champ de bataille tactique à l'aide de systèmes de lancement à moyenne portée sont appelés armes nucléaires de champ de bataille. Kim Jong-un a réalisé le 3e essai nucléaire de la Corée du Nord en 2013. L'explosion a eu lieu sous terre à environ 300 km, 236,3 miles, au nord-est de Pyongyang, d'une magnitude de 4,9 à 5,2. L'explosion a été plus importante que celle de l'essai de 2009 et suggère une arme d'une puissance estimée à 6 ou 7 kilotonnes. En 2014 et 2015, Jong-un a ensuite commencé à travailler sur un type de missile unique en son genre. Il s'agissait des missiles Hwasong, 5 Hwasong, 6 et Rodong. Le premier missile balistique de la RPDC à entrer en production était le Hwasong 5.
Il s'agissait avant tout d'une conception plus ancienne, à laquelle ont été intégrés quelques modestes éléments contemporains. Le Hwasong-6 a été le premier jalon du développement et de la production du programme de missiles balistiques restructuré de la RPDC, et sa production a ensuite été arrêtée au profit du Hwasong-5, comme Kim Jong-un a procédé la même année au 4e et 5e essai nucléaire de la Corée du Nord. 2016 a été une année angoissante pour le monde international. La Corée du Nord a indiqué que le 4e essai avait été réalisé sous terre et qu'il avait été très retenu. Kim a déclaré à la télévision nationale que l'explosion avait été un succès et l'a attribué à une petite bombe à hydrogène. Les observateurs n'ont certes pas pu déterminer si la puissance explosive avait été effectivement atteinte, mais ils l'ont estimé entre 4 et 6 kilotonnes. L'essai nucléaire indiscutable de 2016 était sans aucun doute le 5e. L'activité sismique a été enregistrée à une magnitude de 5,3, ce qui a coïncidé avec une explosion d'environ 10 kilotonnes. Les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki sont comparables à cela. L'administration Obama a juré de ne jamais reconnaître la Corée du Nord en tant qu'État nucléaire et a insisté pour que les sanctions contre le pays soient renforcées après que cela ait fortement effrayé l'Occident. Malheureusement, les sanctions et la résistance n'ont pas eu d'effet sur Kim Jong-un. De plus, il a effectué son premier test de missile intercontinental en 2017, ce qui a fait de cette année une année importante. Le fait qu'il ait qualifié son missile de paquet cadeau pour la journée de l'indépendance des États-Unis n'a fait que renforcer les craintes liées à cette stratégie. La Corée du Nord a déclaré avoir testé avec succès le Hwasong-15, un nouveau missile balistique intercontinental, le 29 novembre 2017, probablement lors d'un tir de nuit. Il aurait parcouru une distance de 590 miles, soit environ 950 km, et atteint une altitude de 2830 miles, soit environ 4475 km. Le fait que sa trajectoire aurait une portée d'au moins 8077 miles, ou environ 13 000 km, a inquiété tout le monde, ce qui signifie que les États-Unis pourraient être touchés. Le Hwasong-15 est doté d'un plus gros moteur car il est plus grand que le deuxième étage du Hwasong-14. Kim Jong-un s'est déclaré satisfait de l'essai et a déclaré qu'il avait enfin compris le grand but historique de l'achèvement des forces nucléaires de l'État. Lorsque nous parlerons plus tard de ses relations extérieures, nous aborderons plus en détail son programme nucléaire, mais pour l'instant, nous devons examiner comment sa politique intérieure mal mise en œuvre est la raison pour laquelle son règne prend rapidement fin. Nous commençons par l'économie qui constitue le fondement de tout pays. Nous avons déjà parlé de la frustration qu'éprouvent la plupart des Nord-Coréens en voyant la Chine et le Vietnam prospérer. La population nord-coréenne comprend qu'elle ne se développera pas en voyant 3 générations de la même famille. Au détriment de la population, il ne s'agissait que du Soo-yong. Pour faire avancer leurs objectifs, Kim Il-sung et Kim Jong-il ont gaspillé beaucoup de temps et de ressources dans des initiatives telles que le stade Kim Il-sung de Pyongyang, l'Arc de Triomphe et la tour Juche-ide. Ce type de mesure est la principale cause du ralentissement économique persistant en Corée du Nord. La Corée du Nord est actuellement l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un taux de malnutrition élevé. Les experts de l'ONU affirment qu'il existe un risque sérieux de famine si la Corée du Nord n'améliore pas sa situation économique. Selon un rapport de Statistics Korea datant de 2023, les importations alimentaires de la Corée du Nord en provenance de Chine sont passées de 500 000 tonnes de riz en 2021 à 130 383 tonnes en 2022 et la production alimentaire du pays, y compris le riz et l'orge, a diminué de 4%. Il ne s'agit plus seulement d'un problème politique, il n'y aurait pas d'énergie ou de matériaux pour faire fonctionner ces installations, même si Kim Jong-un développait de nouvelles politiques qui pourraient être mises en pratique. L'économie de la Corée du Nord étant si fortement dépendante de l'aide chinoise, mais sa capacité à être le juge est fortement réduite. Environ 90% des bateaux de pêche dans les eaux nord-coréennes sont chinois, ce qui est embarrassant car la Corée du Nord dépend de ces bateaux pour gagner de l'argent. Le manque de pétrole dans le pays rend les propres bateaux de la Corée du Nord inutilisables et les pêcheurs ne sont pas en mesure de réparer les composants endommagés. Selon les statistiques de l'ONU sur la sécurité mondiale, plus de 80% des Nord-Coréens ne consomment pas suffisamment de protéines. Selon des rapports datant de 2020 à 2022, près de 12 millions de Nord-Coréens, soit environ 45,5% de la population, souffrent de malnutrition. Même Kim Jong-un a admis que le gouvernement n'était pas en mesure d'assurer l'accès des citoyens à la nourriture. À quel point les circonstances doivent-elles être graves pour qu'un dirigeant suprême reconnaisse sa défaite? Réfléchissez un instant à cela. Lors de la première réunion du Congrès du Parti des Travailleurs du Nord en janvier 2021, il est allé jusqu'à reconnaître l'échec de son plan quinquennal de progrès économique. En raison de l'échec total du système de rationnement de l'État, les échanges commerciaux se font sur le marché noir. Comme
Comme ses ancêtres, il a finalement mis en œuvre une politique centrée sur l'armée, bien qu'il ait fait tout son possible pour l'éviter. Environ 25 à 30% du PIB ont été consacrés à la défense, y compris au développement d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive dans une économie où les gens ne peuvent même pas se permettre de manger. Par conséquent, les sanctions imposées par les États-Unis à Kim Jong-un en raison de sa position nucléaire n'ont fait que freiner davantage la situation dans son pays. Selon Park Won-gon, professeur d'études nord-coréennes à l'université Ewha Womens de Séoul, la stabilité du régime, l'économie et le développement des armes nucléaires sont étroitement liés. L'économie ne s'améliore pas si le problème nucléaire n'est pas résolu, d'où l'inquiétude et la confusion qui règnent dans la société nord-coréenne. Les conséquences de la pandémie Covid-19 au cours des 3 dernières années n'ont pas amélioré la situation. La pandémie a obligé le gouvernement à prendre des mesures pour fournir des logements, de la nourriture et des vêtements à la population. Tous ces problèmes qui s'aggravent attise la déloyauté envers Kim Jong-un. Même dans ses propres rangs, la méfiance règne, comme en témoigne le fait qu'il doit souvent remplacer des députés et des cadres. En outre, l'appareil de propagande en Corée du Nord ne fonctionne plus comme avant. Les gens commencent à percevoir leur leader suprême comme un échec et la magie mythologique qui était associée au nom de Kim s'estompe. Le nombre de personnes qui s'opposent à sa politique de marché noir et à l'établissement de marché libre le montre clairement. Il est également devenu beaucoup plus difficile de contrôler la jeune génération car elle n'a pas la foi inconditionnelle que possédait l'ancienne génération. Dans cette nouvelle ère, les Nord-Coréens ont accès aux médias et sont conscients du monde extérieur. Ils disposent en outre d'une référence à l'aune de laquelle ils peuvent juger leur gouvernement. Les populaires opéras sud-coréens, qui leur montrent ce dont jouissent leurs homologues de l'autre côté, ont captivé nombre d'entre eux. Ils ont également vu ce que les organisations de défense des droits de l'homme ont à dire sur leurs dirigeants bien-aimés et ont accès aux témoignages de transfuges. La jeune génération ne voit aucune raison de mettre sa vie en danger ou de suivre Kim Jong-un sans réfléchir lorsqu'elle comprend que la Corée du Nord est économiquement pauvre. Le système de rationnement alimentaire du régime s'est effondré lorsque les conditions se sont détériorées, laissant la population dépendante de sa propre survie. En d'autres termes, la jeune génération a pris l'habitude de se servir elle-même sur les marchés. Ils n'avaient en besoin de Kim Jong-un pour rien, ce qui a fortement diminué leur loyauté. Pour couronner le tout, pour notre dirigeant suprême bien-aimé, même l'intimidation et la peur échouent. Des centaines de milliers de Nord-Coréens ont été emprisonnés, torturés et tués par la police secrète nord-coréenne. La frustration et l'épuisement des gens l'emportent toutefois sur leur peur. Une femme courageuse, Sun Hwa, a accepté de raconter son histoire lors d'une interview avec la BBC. Kim Jong-un, a-t-elle dit, est le chef vampire qui continue à saigner la nation. Elle a expliqué que les mauvais jours, elle, son mari et ses 3 enfants étaient contraints de ne prendre qu'un seul dîner de riz et de maïs. Elle a également révélé que les gens ordinaires gagnaient leur vie grâce à leurs transactions sur le marché noir. Elle fait également de la contrebande d'appareils tout en travaillant comme vendeuse de nourriture dans la rue. Il est évident que l'objectif de Kim Jong-un de concentrer le pouvoir économique entre les mains de l'État n'a pas réussi. Il est très douteux que la Corée du Nord soit dirigée par une 4e génération de la dynastie Kim lorsque l'aura s'estompe. Plus les gens élèvent la voix, plus cette chance, déjà minime, s'amenuise de jour en jour. Comme si le mécontentement ne suffisait pas à faire tomber la dynastie Kim, les insuffisances de Kim Jong-un consolident la fin du règne de Kim. Vous voyez, quand il s'agit de choisir son successeur, il n'est pas aussi méthodique que son père. Son père avait déjà commencé à le préparer, ainsi que le public, à son arrivée dès son plus jeune âge. Mais où est-on à l'héritier de Jong-un? Ses problèmes de santé, sur lesquels nous reviendrons dans un instant, expliquent mal pourquoi sa succession est actuellement un sujet si brûlant. Jouaye, la fille de Kim, est apparue pour la première fois en public aux côtés de son père devant un missile intercontinental nord-coréen en mars 2022. Elle est préparée à devenir l'héritière du trône et a entre 10 et 11 ans. C'est ce qu'affirme le service national de renseignement sud-coréen qui dispose de quelques sources fiables. Un jeune homme trop mince et trop pâle pour être l'héritier de la dynastie Kim aux yeux du public est le fils aîné de Kim Jong-un. Jong-un semble avoir décidé de suivre les traces de son père. Vous souvenez-vous de son frère et de sa sœur de sexe féminin? Kim a de sérieux problèmes de santé. Il ne pourrait donc pas céder le pouvoir à sa fille s'il mourait aujourd'hui. Kim Yo-jong, la sœur de Kim et directrice adjointe de l'influent bureau d'agitation et de propagande du KWP, est une concurrente de la fille de Kim. Elle est appréciée par beaucoup et est considérée comme le 2e dirigeant le plus puissant de la Corée du Nord. En regardant l'histoire, Kim Jong-un chercherait à se débarrasser d'elle car cette situation est identique à celle dans laquelle se trouvait son oncle. Cela pourrait conduire à une dispute pour la succession car elle a une personnalité très forte. Kim pèse plus de 308,6 livres et fume et boit beaucoup selon les estimations des services de renseignement sud-coréens. Il aime le champagne cher, le fromage importé, la vodka russe et fume selon ses proches.
Il souffre de problèmes cardiaques, de diabète et d'insomnie chronique. Malgré tout, la santé personnelle de Kim reste protégée, à l'exception d'un arrêt cardiaque inattendu. Son père et son grand-père étant tous deux décédés d'une maladie cardiaque, tout cela est préoccupant. Il semblait faire des progrès lorsqu'il a perdu du poids en 2021, mais de nouvelles photos montrent qu'il a tout simplement tout repris. Cela a bien sûr entraîné quelques problèmes de santé et selon les initiés, ses assistants ont essayé de se procurer de nouveaux médicaments pour son diabète et son hypertension. La situation est devenue si grave qu'il lui arrive de se retirer complètement de la société pour suivre un traitement médical. Même ses sujets sont conscients que son état de santé se détériore et la situation était même évidente lors de certaines apparitions publiques. Selon un chercheur de l'Institut d'études nord-coréennes de l'université Yonsei, Bong Yong-sik, je suis sûr de mal dire, a eu des problèmes respiratoires lors de sa première salutation au président sud-coréen Moon Jae-in en 2018. L'idée que la santé de Kim Jong-un puisse être son plus grand ennemi est absurde. Sa mort pourrait être la cause de son déclin s'il ne parvient pas à maîtriser cet aspect de sa vie. Attendez d'abord que nous ayons résolu le chaos que représente la politique étrangère de Kim Jong-un si vous pensez qu'il a mal géré ses affaires intérieures. La politique du juche de Kim Jong-un a aliéné la Corée du Nord et en a fait un outsider politique. Sa politique nucléaire violente et son agression ont entraîné des sanctions et des problèmes directement liés à l'échec des circonstances économiques que nous venons d'aborder. Nous commençons par un aperçu de sa terrible performance dans la gestion de sa relation avec la Corée du Sud. Pour comprendre comment les deux parties en sont arrivées là, jetons un bref coup d'œil à l'histoire. La dynastie Joseon a pris fin en 1910 lorsque le Japon a pris le contrôle de la péninsule coréenne. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a connu la grande humiliation et son territoire lui a été retiré. Les vainqueurs se sont mis d'accord pour partager le butin en deux. La Corée du Nord s'est tournée vers les Russes, tandis que la Corée du Sud s'est tournée vers les États-Unis. Les deux parties ont alors eu la possibilité de former des gouvernements indépendants. Au bout d'un certain temps, il semblait que les deux parties avaient choisi des gouvernements différents, malgré leurs efforts pour se départager. La Corée du Nord n'a jamais été d'accord avec cette division, car elle y voit une ingérence d'autres forces dans sa politique. La Corée du Nord a délibérément cherché à détruire la Corée du Sud parce qu'elle n'accepte pas que les États-Unis s'immiscent constamment dans ses affaires intérieures. La réunification a toujours été le rêve de la Corée du Nord, mais les négociations ont complètement échoué. Kim Jong-un a déclaré effrontément en janvier dernier que les pourparlers de paix avec la Corée du Sud allaient prendre fin. Les accords secrets de la Corée du Sud avec les États-Unis ont été à la base de la décision de Kim Jong-un. Kim Jong-un considère la coopération avec le Japon comme une trahison et la multiplication des exercices militaires communs comme une menace. Kim pense qu'une réconciliation est impossible au vu de ce que le Sud a fait. Il souhaite donc que l'idée selon laquelle la Corée du Sud est un ennemi principal et un adversaire principal immuable soit inscrite dans la Constitution. En outre, en cas de nouveau conflit dans la péninsule coréenne, ce nouvel amendement stipulera explicitement que la Corée du Nord souhaite conquérir, soumettre et récupérer la Corée du Sud comme partie intégrante de son territoire. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il s'agit là d'une manœuvre insensée qui va certainement saper les efforts de négociation déployés par la Corée du Nord depuis des décennies. Kim souhaite également que le débat sur la réunification et la réconciliation soit clos et que tout souvenir de la coopération entre les deux nations soit effacé. Bien que de nombreuses personnes estiment que les tensions n'ont jamais été aussi fortes, la Corée du Nord n'est en réalité pas en mesure de vaincre la Corée du Sud. Faut-il vraiment expliquer à Kim Jong-un pourquoi ce serait une mauvaise idée de déclencher une guerre avec la Corée du Sud? Tout d'abord, la Corée du Sud surpasse le Nord à tous égards. La Corée du Sud a un PIB par habitant élevé et s'est développée grâce à sa politique. L'économie nord-coréenne croît à un taux pathétique de 1,5% contre 2,5% pour la Corée du Sud. L'échec économique de la Corée du Nord peut être attribué à sa forte dépendance vis-à-vis de la Chine et à son relatif isolement du reste du monde. La Corée du Sud n'a pas seulement une économie florissante, elle est également devenue un leader technologique mondial. Les entreprises sud-coréennes telles que Samsung, LG et Hyundai se sont fait un nom sur la scène internationale. Actuellement, le volume des échanges commerciaux de la Corée du Nord ne représente que 5,5 milliards de dollars, alors que celui de la Corée du Sud s'élève à 1,1 billion de dollars. C'est une différence énorme. La Corée du Sud a largement profité de son économie orientée vers le marché et les exportations, qui a montré que la gentillesse paie. Outre le fait que cela fait passer Kim Jong-un pour un horrible, le grand écart économique rend incroyablement stupide de sa part le fait de mener cette guerre au lieu d'assainir sa propre économie. La Corée du Sud a également fait des progrès constants sur le front militaire,
Bien que la Corée du Nord accorde une grande importance à son armée, cela ne garantit pas qu'elle surpassera la Corée du Sud au combat. Bien que l'armée sud-coréenne soit plus petite que celle de la Corée du Nord, elle est hautement qualifiée et dotée d'une technologie moderne dont la Corée du Nord est tout simplement dépourvue. Kim doit également comprendre qu'il n'a pas seulement affaire à la Corée du Sud. La Corée du Nord serait confrontée à cette puissante force militaire en raison de son alliance militaire actuelle avec les États-Unis. La Corée du Nord pourrait facilement être détruite par la force de défense combinée des États-Unis et de la Corée du Sud. Kim Jong-un regrettera d'avoir traité la Corée du Sud comme un ennemi et non comme un allié. L'indépendance de la Corée du Sud est sérieusement menacée par la menace nucléaire nord-coréenne et Séoul n'est pas prête à faire des concessions en raison des antécédents de la Corée du Nord en matière de violation des accords. Kim n'est toutefois pas encore parvenu à cette conclusion car il continue à utiliser des attaques d'artillerie pour provoquer la Corée du Sud à proximité de ses frontières, ce qui détériore encore les relations. Les conséquences sont pourtant évidentes. Le règne de Kim Jong-un en Corée du Nord prendrait sans aucun doute fin s'il tentait d'attaquer la Corée du Sud. La situation de la Corée du Nord ne ferait qu'empirer en raison de l'ostracisme international et de l'isolement de Kim. En parlant d'ostracisme international, nous avons déjà parlé de la politique nucléaire de Kim Jong-un. Nous allons maintenant parler des conséquences pour la communauté internationale et de la manière dont elle a humilié Kim Jong-un. Pour des raisons évidentes, presque personne n'était enthousiaste lorsqu'on a appris que Kim Jong-un avait accéléré le programme nucléaire de la Corée du Nord et ses activités ont été rapidement condamnées. En 2005, il semblait y avoir une percée lorsque la Corée du Nord a promis d'abandonner toutes ses armes et projets nucléaires. Cet accord n'a toutefois pas tenu longtemps, la Corée du Nord continuant à développer son programme nucléaire. Tout au long du mandat du président Obama, il y a eu de nombreuses tentatives infructueuses pour arrêter Kim. En 2011, en échange d'une aide alimentaire, Kim s'est engagé à mettre fin à ses essais nucléaires. Cet accord fut lui aussi de courte durée et la Corée du Nord reprit rapidement ses activités. Après la mort de Kim Jong-il, des officiels américains ont rencontré la Corée du Nord en février 2012 et Kim Jong-un a accepté de mettre fin aux essais nucléaires et aux tests de missiles à longue portée ainsi qu'à l'enrichissement d'uranium. Vous l'avez deviné, mais il a de nouveau manqué à sa parole. La Corée du Nord a lancé un missile à longue portée en avril, mais celui-ci a échoué et s'est écrasé en mer. À ce moment-là, tout le monde en avait assez de la Corée du Nord et le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné son comportement et imposé de nouvelles sanctions. L'administration Trump a sans aucun doute été la période la plus fascinante pour ce va-et-vient entre les États-Unis et la Corée du Nord. Trump voulait rétablir l'ordre mondial et humilier le petit homme fusée. Trump a d'abord donné l'impression d'être beaucoup plus combatif et impulsif dans ses relations avec Jong-un. De manière surprenante, cela a pourtant fonctionné. Lors de son premier discours devant les Nations Unies en 2017, Trump a menacé de détruire complètement la Corée du Nord. Le mal l'emportera si les quelques méchants ne sont pas confrontés à la majorité vertueuse. Rocketman tente de se suicider. Les États-Unis sont un pays très fort et très patient, mais s'il doit se défendre ou défendre ses alliés, nous serons obligés de détruire complètement la Corée du Nord. La réaction de Kim Jong-un au départ de l'ambassadeur nord-coréen de la conférence a été tout aussi toxique. Il a déclaré que la Corée du Nord frapperait sans hésiter et a commencé à menacer la Corée du Sud. La stratégie a complètement changé en 2018 lorsque Kim Jong-un a invité Trump à prononcer un discours. Après leur rencontre à Singapour, les deux chefs d'État ont publié une déclaration commune appelant à poursuivre la coopération en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Après tout, il s'agissait d'un événement historique et il semblait que les choses ne pouvaient que s'améliorer à partir de là. Dans les mois qui ont suivi, les États-Unis et la Corée du Sud ont cessé leurs exercices militaires et la Corée du Nord a commencé à détruire ses installations d'essai et d'assemblage. Malheureusement, je dois ternir l'ambiance positive en révélant qu'il n'y a pas eu de happy end. 2 mois seulement après la rencontre de Singapour, des informations ont fait surface selon lesquelles le programme nucléaire de la Corée du Nord était à nouveau sur les rails. Trump a maintenu les sanctions par la suite et la Corée du Nord a poursuivi ses essais de missiles et de missiles balistiques. L'ambiance positive a pris fin en 2020 lorsque Kim Jong-un a refusé de ne serait-ce qu'écouter la demande de renégociation de l'administration Biden. La position ferme adoptée par Kim Jong-un à l'égard de son programme nucléaire a causé d'importants dommages à la Corée du Nord. On ne saurait surestimer la gravité de ces sanctions et les dommages considérables qu'elles ont causés à l'économie. La situation s'est tellement détériorée que Kim Jong-un a accepté de négocier à nouveau avec les États-Unis en 2021. Après des efforts pour remédier à la pénurie alimentaire du pays, cette déclaration a été faite. Les États-Unis, l'Australie, le Japon, le Canada et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont tous imposé des sanctions à Kim Jong-un.
La doctrine du juge n'est pas si efficace que ça. Malheureusement, malgré l'effondrement, Kim Jong-un continue à se battre pour maintenir son programme nucléaire. Si la Corée du Nord ne peut même pas nourrir sa propre population, elle doit réévaluer la valeur des armes nucléaires. Kim Jong-un sera inévitablement renversé par cette politique nucléaire qui a affaibli la Corée du Nord. Il s'agit probablement de la pire manœuvre de Kim Jong-un en matière de politique étrangère. À mon avis, le fait de prendre parti pour la Russie dans le conflit actuel avec l'Ukraine ne fera qu'encourager Kim Jong-un. Il est inimaginable qu'il ait trouvé suffisamment de ressources pour soutenir la Russie malgré une population affamée. On ne peut qu'imaginer la réaction de son peuple face à cela. Lorsque les deux puissances se sont rencontrées en septembre pour un sommet, l'amitié naissante entre elles a pris forme. Les deux chefs d'État ont renforcé leurs relations militaires en signant un traité global de partenariat stratégique lors de leur sommet bilatéral. Selon les rapports, Kim a offert une voiture de luxe à Poutine et Poutine a offert en retour une voiture aux Russes à Kim. La promesse que les deux nations se soutiendront l'une l'autre en cas d'attaque est l'élément principal de l'accord auquel nous assistons en temps réel. Poutine a clairement indiqué qu'il s'opposait au transfert d'armes sophistiquées à longue portée, tels que des avions F-16 de l'Occident vers l'Ukraine. La Russie a réagi en déclarant qu'elle n'hésiterait pas à coopérer avec la République populaire démocratique de Corée. Certains affirment que la Corée du Nord a aidé la Russie pendant le conflit. La Corée du Nord a envoyé à la Russie en mars 2024 quelques 7000 conteneurs chargés d'armes et d'autres matériels militaires. Kim Jong-un a très probablement considéré le conflit comme une occasion idéale de tester ses munitions et de gagner en même temps un allié diplomatique. Après une conférence entre Kim et Poutine en septembre 2023, des obus d'artillerie, des missiles et d'autres matériels sont arrivés en Russie. En échange, 9000 conteneurs russes énigmatiques ont été mis à disposition qui pourraient contenir de l'aide. Selon le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie pourrait fournir de l'essence à la Corée du Nord malgré les restrictions qui limitent fortement les importations de pétrole et d'huile dans le pays. Il est également probable que la Corée du Nord reçoive une aide militaire, économique et alimentaire dont elle a un besoin urgent. Bien que les deux nations nient ces échanges, les séquences que vous venez de voir montrent qu'elles coopèrent sans aucun doute. Nous avons discuté du nombre effrayant de morts en Russie dans nos précédentes vidéos, où 1000 soldats sont tués chaque jour. Les actions actuelles de Kim Jong-un ne font que contribuer à la chute de la Russie. Malheureusement, des rapports font déjà état de décès, y compris d'ingénieurs nord-coréens dans la région. Au vu de ce qui se passe en Corée du Sud, la Corée du Nord ne peut actuellement pas se permettre de perdre sa puissance militaire. Alors que l'OTAN et l'Occident étendent leur soutien à l'Ukraine, ce type d'escalade représente un risque d'entraîner la Corée du Nord dans le conflit. Cela signifie que la Corée du Nord pourrait s'attendre à recevoir un peu de fumée si l'OTAN intervient pour arrêter la Russie. La Corée du Nord pourrait également être impliquée si Poutine, comme il l'a menacé, recourt à l'arme nucléaire car l'OTAN réagira immédiatement à Poutine et à ses alliés. Kim Jong-un est au pouvoir depuis plus de 10 ans et il semble qu'il va bientôt partir. Les chances sont minces pour son grand successeur, tant sur le plan national que mondial. La Corée du Nord est aujourd'hui plus pauvre que jamais car il n'a pas été en mesure de s'attaquer aux problèmes économiques qu'il a hérités de son père. La mauvaise nouvelle, c'est que la situation se détériore plus rapidement que quiconque aurait pu le prédire. Kim Jong-un a lui-même pris des mesures politiques terribles et en a volé quelques-unes qui étaient fausses. La résolution des grands problèmes de son peuple n'a reçu que très peu d'attention et l'on s'est excessivement concentré sur la préservation de son autorité. En outre, Kim Jong-un n'a cessé de prendre de mauvaises décisions dans sa politique étrangère. Il a entamé une lutte qu'il ne pourra jamais terminer et a exacerbé les tensions au lieu d'essayer d'améliorer les relations avec la Corée du Sud. Pour conclure, on peut dire qu'il s'est rangé du côté de Poutine ces dernières années, ce qui causera probablement sa perte. Il a choisi le mauvais ami et cela ne fera que le faire tomber malgré sa tentative désespérée de lutter contre l'isolement diplomatique. Il pourrait sombrer avec Poutine si sa situation se détériore. Dire que Kim Jong-un est sur le point de mourir prématurément n'est pas le moins du monde faux.